bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors cette vidéo-ci, comme vous l'avez certainement vu dans le titre, sera le bilan lecture du mois de décembre 2021, qui est un petit peu variable, j'ai pas excessivement lu non plus, mais quand même. Alors, je pourrais vous montrer que j'ai lu ceci, mais il m'en manque la moitié parce qu'en fait je les avais empruntés à ma médiathèque, donc ils ne sont plus en ma possession. Alors, j'expérimente en même temps un nouveau setup parce que Noël et mon anniversaire sont passés et j'ai eu l'extrême gentillesse de recevoir des cadeaux merveilleux de la part de ma famille, avec notamment une ring light que vous voyez peut-être en reflet dans mes lunettes. Si c'est le cas, j'en suis désolée, mais si j'enlève mes lunettes, je ne vois plus rien. C'est le flou total. Donc j'espère que ce sera pas trop dérangeant. Et donc derrière cette ring light, il y a également un nouveau micro qui, je l'espère, proposera un son beaucoup plus plaisant et qualitatif que celui que je proposais quand je filmais avec mon téléphone. Ceci étant dit, on va commencer par les romans, avec notamment 2 romans que les éditions Cadaline ont eu la gentillesse de m'envoyer pour que je puisse les découvrir et les chroniquer. Ça s'intitule Quand viendra notre tour, c'est en 2 tomes, c'est une dystopie et c'était super chouette. Franchement, je me suis régalée. On va suivre... c'est un roman où on va suivre en fonction des chapitres plusieurs voix. 2 voix dans le premier tome et 3 voix dans le second. Celui d'une jeune fille qui est issue de la classe riche, qui ne connaît pas grand-chose à la vie, mais qui se rebelle contre son père et contre la société, qui martyrise et méprise complètement le peuple pauvre, qui vit complètement à part dans une autre ville, qui est vraiment... on va dire, qui est vraiment réservé à la caste des pauvres, que personne ne veut voir, qu'on voudrait même qu'ils disparaissent. Et c'est là qu'on va connaître la seconde voie de ce tome, avec un jeune garçon qui lui fait partie du côté... qui lui vit du côté pauvre de la barrière, dans une ville complètement dévastée, presque un bidonville, où les riches leur jettent de la nourriture quand ça leur prend, et encore ce sont des quignons de pain moisi, et c'est pas tous les jours qu'ils leur en envoient. Et qui lui en a un peu marre de cette condition, mais qui ne sait pas vraiment quoi faire pour que sa situation et celle de son peuple puissent évoluer en mieux. Et on va suivre ces 2 personnages qui sont issus d'un milieu complètement différent, avec la richesse d'un côté et la pauvreté de l'autre, mais qui ont tous les 2 des rêves, l'envie qu'ils s'en sortent et envie que la situation évolue pour le mieux. Ce qui va créer bien évidemment des conflits, car la société des riches n'est pas du tout pour améliorer celle des pauvres, bien au contraire, ils voudraient les écraser et les anéantir pour devenir encore plus riches, encore plus prospères, et oublier complètement les pauvres. Et c'était super chouette. J'avoue que j'ai préféré le second tome au premier, pour diverses raisons, mais on va d'abord se concentrer sur le premier tome. Le premier tome qui pose réellement toutes les bases. On n'est absolument pas perdu parce que l'écriture de l'autrice est vraiment fluide. Elle nous accompagne, elle nous fait découvrir en même temps que les protagonistes la ville et des pauvres et des riches, leurs conditions de vie, leurs problèmes quotidiens, qui sont pas les mêmes vu que un riche va ne pas avoir les mêmes soucis qu'un pauvre. Le pauvre va être plutôt en train de réfléchir à comment il va pouvoir se nourrir lui et sa famille, et à réussir également à survivre aux gangs qui sont là aussi pour leur pourrir la vie en fait, et essayer de récupérer encore plus de nourriture ou de terre qu'ils n'en ont. Et les riches qui vont se demander comment ils vont pouvoir persécuter les pauvres, ou comment ils vont faire pour avoir une nouvelle toilette, comment ils vont pouvoir dîner avec telle ou telle personne de la haute société. Vraiment 2 mondes radicalement différents. Et j'ai bien aimé la façon dont l'autrice avait justement de faire parler les 2 personnages tour à tour. Je trouve que ça nous impliquait beaucoup plus dans l'histoire, d'un côté comme de l'autre des camps, et qu'on arrivait par la suite à mieux apprécier ou non certains personnages. Alors ça a été mon cas, j'ai détesté quasiment, on va dire, tous les personnages du premier tome. J'ai détesté le côté riche parce que quand on est riche, on est forcément hautain et un gros con. Pardon si des enfants regardent cette vidéo. J'avoue que l'héroïne, Alicea, ce n'est pas vraiment mon amie, dans le premier ni dans le second tome, bien que dans le second tome elle commence à évoluer un petit peu plus par sa manière de penser et ses actions. Mais alors dans le premier tome, elle est... comment dire ?
Elle est révoltée contre la société que les riches imposent aux pauvres. Elle est révoltée parce que les riches imposent aux pauvres, elle est révoltée par sa société qui veut mettre des œillères sur la pauvreté du monde. Elle est révoltée de par le comportement de sa caste envers les plus faibles, qui les affament, qui les réduisent en esclavage, qui leur font miroiter comme quoi tout va pour le mieux, ils vont s'en sortir alors que ce n'est que des chimères. Elle est révoltée contre tout ça, elle est pleine de haine, elle est pleine de rage, elle est pleine d'énormes bonnes convictions, mais elle ne bouge pas. Alors oui, son père étant le gouverneur de la ville riche, elle est peut-être un petit peu pieds et poings liés, mais elle est tellement remplie de cette révolte, tellement en colère, qu'au final elle se laisse submerger et ronger par sa propre colère, plutôt que de l'utiliser à bon escient en fait. Et c'est ce qui m'avait, j'avoue, un petit peu agacée, parce qu'elle est pleine de bonnes paroles, mais j'ai envie de dire que malheureusement, comme tout bon politicien, c'est beaucoup de paroles, mais très peu d'actes. Et c'est ce qui m'avait un petit peu agacée chez elle, je l'avoue. Quant à Brent, qui est le héros donc, de la partie ville pauvre, lui, il m'avait un petit peu agacée également de par son comportement je m'en foutiste en fait. En mode je m'occupe que de mes petits oignons, que de ma famille, et c'est tout. La ville peut s'effondrer, je m'en contrefous. Ah bon? Alors oui, il est pas très content de sa situation, mais que voulez-vous qu'il y fasse? C'est un peu ça. Alors il essaye de rentrer un peu dans une rébellion avec d'autres résistants, mais il est plutôt en mode ouais, bon, mais j'ai pas envie de me faire prendre, mais j'ai pas envie que ma famille ait des ennuis, mais j'ai pas envie que ceci, mais j'ai pas envie que cela. Et il a un tempérament et un caractère qui font qu'il est assez casse-pied, on va dire poliment. C'est ce qui m'avait un petit peu déplu chez lui. Alors pareil comme Alicea dans le tome 2, ça évolue et en bien, mais j'ai eu beaucoup de mal à m'attacher à ces deux personnages alors que ce sont les héros. En revanche, mon personnage féminin préféré, c'est Yael. Yael qui est une personne de la ville pauvre et qui fait partie des résistants. Elle est également médecin et elle est douée d'une empathie incroyable et d'une force d'esprit vraiment magnifique que je trouve pour une personne qui en prend plein la tronche tous les jours, mais qui quand même essaye d'aider son prochain, essaye d'aider les résistants comme ceux qui ne le sont pas, essaye d'aider toutes les personnes, de se battre. Elle se bat également pour ses idées et pour s'en sortir. Et elle a une force de caractère qui est vraiment incroyable. Cette femme est vraiment ma préférée dans les 2 tomes. Ça n'a pas bougé, c'est toujours elle que j'ai trouvée formidable. Il y a un personnage qui était très constant dans sa manière détestable, que ce soit dans le tome 1 et le tome 2, c'est Lanton. Alors Lanton, c'est un riche, mais c'est l'archétype même du connard, sans être méchante. Il est hautain, il est prétentieux, il est misogyne, il est, on va dire, un petit peu raciste au point de vue les riches et les pauvres, c'est pas très... faut pas que ça se mélange, c'est pas possible. Il est imbu de sa personne, la richesse c'est tout ce qui compte dans la vie, ce qu'il veut il l'obtient par la richesse ou par la force, bref, l'archétype même donc du connard. Et cette personne est détestable autant dans le tome 1 que dans le tome 2, voire même plus dans le tome 2 parce que c'est la 3e personne avec qui on a une nouvelle voix qui vient s'impliquer au fil des chapitres. Dans le premier tome, on a un chapitre Alicea, un chapitre Brent, et dans le second tome, on a un chapitre Alicea, un chapitre Brent et un chapitre Lanton. Alors ça fait évoluer encore plus, je trouve, le rythme de lecture dans le second tome, qui est peut-être une des caractéristiques qui font que j'ai plus préféré le 2e. Alors sans vous faire de spoil, pour le premier tome, on va vraiment asseoir tout ce qui est l'histoire, asseoir tout ce qui est la politique, les enjeux de cette ville riche et de cette ville pauvre, et on va clore, on va dire, le tome sur une guerre, et on va reprendre directement au début du second tome avec la fin du premier, donc en enchaînant directement sur le début de cette guerre. Et c'est ce que j'ai apprécié, c'est dynamique, ça bouge de partout, il y a des rebondissements, il y a des trahisons, il y a des enjeux politico-sociaux incroyables, et j'aime beaucoup. Les caractères des personnages se sont beaucoup plus endurcis, ils ont beaucoup plus mûri, ils sont plus matures, adultes, avec des réflexions plus logiques,
et plus dans l'ère de cette fameuse guerre qu'il va falloir qu'ils deviennent des adultes en fait. C'est plus je m'apitoie sur mon sort et je rage dans un coin, je vais essayer d'utiliser cette rage pour une cause juste en fait. Et ça avance beaucoup mieux, c'est beaucoup plus fluide et ça permet justement, pour moi en tout cas, de m'attacher plus aux personnages maintenant qu'ils ont un caractère un peu plus trempé que paillasson ou râleur quoi. Et il a fallu par contre que j'attende le second tome pour trouver enfin un personnage masculin auquel m'attacher, parce que j'avoue que dans le premier, non. Je ne sais pas pourquoi, mais il n'y en a aucun avec qui ça a matché. Ça passait pas. Il y avait peut-être à la rigueur le compagnon d'Yael que j'appréciais un petit peu parce qu'il était avec un caractère assez trempé qui faisait assez évoluer l'histoire au point de vue... il avait une rage qui était justifiée contre les riches et il utilisait justement cette rage contre les riches à bon escient entre guillemets on va dire parce que quand même ça aboutit à une guerre. Mais bref. Cette guerre a permis quand même de bien avancer dans l'histoire. On va même quitter la ville d'Anémis, qui est la ville principale du tome 1, pour aller vers une seconde ville qui était totalement inconnue du premier tome. Moi j'étais vraiment persuadée qu'il y avait cette grosse ville qu'est Anémis, avec la ville des pauvres en face, et rien autour. Et finalement, dans le second tome, on apprend que pas si loin que ça, parce qu'ils y vont quand même à pied, et ben, il y a une autre grosse ville qui est en ruine, qui est complètement abandonnée, mais où il y a des rescapés et qui sont des résistants. Et c'est parmi ces résistants que mon personnage masculin préféré arrive, c'est le Tyriel, quelque chose comme ça qu'il s'appelle, si je ne me trompe pas. Et lui au moins, ben, ça bouge avec lui, c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai vraiment le plus apprécié dans ce second tome, c'est que ça bouge énormément. On n'a pas le temps de se poser, on n'a pas le temps de réfléchir à est-ce que l'action que tel personnage a entrepris va conduire à quelque chose de bénéfique ou non. Il y a pas mal de rebondissements avec des choses que j'avoue je n'avais pas spécialement vu venir. La fin, je m'en doutais, mais au milieu il y a 2-3 petits trucs comme ça où je n'y suis pas attendue et j'ai trouvé ça très très appréciable. C'est une duologie dystopique très agréable à la lecture. Je vous conseille d'ailleurs de vous les procurer, que ce soit en papier ou en e-book, sur le site des éditions Cadaline que je vous mets dans les descriptions. Et puis voilà, quoi vous dire de plus, c'était une très belle découverte. Franchement, je fais d'excellentes découvertes avec cette maison d'édition, j'en suis ravie. Et je les remercie encore une fois de m'avoir fait confiance dans cette aventure en fait. On va passer maintenant au troisième roman que j'ai lu au mois de décembre, qui est un roman plutôt jeunesse. Il s'agit de Le fabricant de poupées de Cracovie. C'est de R.M. Romero et c'est publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Alors celui-ci, je l'ai lu dans le cadre du Cold Winter Challenge parce qu'il faisait partie d'une de mes catégories. Et j'avoue que, en premier lieu, une fois de plus, je suis très faible. J'ai craqué sur cette magnifique couverture, mais regardez-moi ça. Alors vous allez peut-être voir la ring light, je sais vous la mettre comme ça, vous allez peut-être voir la ring light, et j'en suis désolée, je sais pas trop comment faire encore pour vous éviter des reflets, mais je vais essayer de vous le montrer par ici. Regardez comme cette couverture est magnifique avec cette poupée, ces jolies fleurs, et les pans de sa robe qu'elle ouvre sur une ville enneigée qui, je suppose, est Cracovie, avec des tanks là qui présagent la guerre et donc pas des trucs super jolis. Alors, concernant le résumé, on nous dit Pologne, 1939. Un soir, une poupée de nom de Carolina prend vie dans l'atelier de Cyril, le fabricant de jouets. La joie et le courage de la petite poupée enchantent le quotidien de l'homme solitaire. Carolina lui apprend que le monde des poupées d'où elle vient est en guerre, tout comme celui des hommes. En ces temps sombres et tourmentés, la magie de Carolina et de Cyril suffira-t-elle à protéger ceux qu'ils aiment? Alors j'avoue que, en ayant lu ça, en ayant vu la couverture et surtout en m'étant basée sur le fait que ce soit un jeunesse, je m'attendais à un petit conte assez sympathique qui prenait lieu certes au temps de la Seconde Guerre mondiale, mais avec ses poupées et tout, et cette couleur vive au-dessus de la couverture, j'avoue que je m'attendais à quelque chose d'assez sympathique. Et j'avoue que j'ai déchanté assez vite, j'ai déchanté à la première page en fait. Pas déchanté dans le mauvais sens du terme, mais point de vue ma joie, elle a fait up and down, vous voyez. Parce que la première page en fait est un hommage qui dit « Pour tous les enfants qui ont disparu dans l'Holocauste ». Ah,
Et là, je me suis dit, avec cette phrase, ça va pas être rigolo finalement. Ça ne peut pas être un jeunesse finalement si féerique que ça. Alors il est quand même féerique parce qu'il y a tout ce monde des poupées qui fait très casse-noisette en fait. C'est un monde où les poupées sont vivantes, où leurs maisons sont faites de sucreries, où la joie de vivre est contagieuse, où tout va pour le mieux, jusqu'au moment où une guerre éclate entre le royaume des poupées et les rats. Et le roi des rats a décidé d'envahir la cité des poupées, de détruire tout sur son passage, de dévorer tout ce qu'il y a également, car tout le monde des poupées est fait de sucreries, et de réduire en esclavage ou de tuer les habitants du monde des poupées. Ce qui nous offre un petit peu un parallèle avec le monde des humains où il y a Cyril, donc le fabricant de jouets, parce qu'on est donc en Pologne, on est en 1939 et on est au début de la Seconde Guerre mondiale. Et c'était très beau, même si c'était, on va dire, assez dur, mais dur point de vue quand même que c'était adouci. On est quand même dans un jeunesse, donc il faudrait pas quand même choquer le jeune public. Donc ça nous explique la Seconde Guerre mondiale, ça nous explique la déportation des Juifs, mais de manière adoucie, de manière, je dirais pas discrète, mais de manière en fait cachée, détournée, pour que le jeune public comprenne qu'il y a eu toutes ces horreurs, mais sans en visualiser les images en fait. Donc c'est assez bien mené. Même si c'est pas le conte auquel je m'attendais, il y a quand même cette féerie et cette magie qui plane quand même autour de ce conte, avec ce fabricant de poupées qui arrive à animer les objets, à leur donner vie. Et donc il y a quand même cette magie malgré la tension qu'il y a et la peur qu'engendre la guerre. Et il va créer un espèce de lien de résistance comme ça, tout en essayant d'aider le peuple juif avec ses amis, et en essayant de sauver également le peuple des poupées avec Carolina. C'était très joli. En plus, je ne savais pas du tout, mais en fait, c'est un roman qui est illustré, vous voyez. Il comporte plusieurs jolies illustrations qui... elles sont très jolies, mais elles auraient presque mérité à être en couleur, parce que quand je vois la magnificence des couleurs de la couverture, je me dis que les illustrations à l'intérieur auraient été magnifiques si elles avaient été colorisées. C'était joli, c'était une lecture agréable malgré le fait que c'était pas tout à fait ce à quoi je m'attendais. C'est assez doux pour aborder le sujet de la guerre, mais de manière évasive pour le jeune public. C'était sympa, une lecture attachante, avec un énorme cri d'alerte à la fin de l'autrice qui dit plus jamais ça. Il y a eu ces erreurs par le passé. Vous voyez à travers ce livre, à travers les yeux de la jeunesse, qu'il ne faut absolument pas que ça se reproduise. Sur quelques nations, sur quelques religions, peu importe, il ne faut plus jamais que ça arrive. Et c'est un très joli cri d'alarme que franchement j'ai trouvé très très beau, avec un très joli message destiné aux plus jeunes. On en a fini à présent avec la catégorie des romans, on va passer au manga et aux comics, avec en premier temps Cesare. Alors ici c'est le tome 2, mais j'ai déjà lu le tome 1 que j'ai rendu à ma médiathèque depuis. Et Cesare, comme son nom l'indique, on va parler de Cesare Borgia, qui est une grande figure de l'histoire italienne, du temps de la Renaissance à peu près, je crois que ça se situe. La famille Borgia est d'origine espagnole, est arrivée en Italie avec l'ambition de devenir, on va dire, italienne et de s'implanter dans le monde de tout ce qui est religion. Rodrigo Borgia, le père donc de Cesare, a pour ambition de devenir le nouvel évêque, si je ne me trompe pas. Et Cesare est dans une école religieuse qui va lui permettre d'intégrer le clergé. Ce n'est pas via le personnage de Cesare qu'on va suivre l'histoire, mais plutôt du point de vue d'Angelo, qui est un personnage, je pense, inventé, parce qu'il ne me dit absolument rien. Après, je suis pas calée en histoire italienne à 100% non plus, hein, attention. Mais en gros, c'est ce personnage qui va rencontrer et Cesare Borgia, et qui va nous faire rencontrer d'autres personnages célèbres comme les Médicis, Léonard de Vinci, à travers ses yeux de personnages qui ne fait pas partie de l'histoire en fait, avec un grand H. C'est très sympa, j'avoue que je découvre Cesare
sous un autre jour, parce qu'il est plutôt imprégné dans ma tête comme le mauvais Cesare Borgia de Assassin's Creed, qu'on est en train de poursuivre avec Ezio en fait. Donc là, le voir sous un autre jour, c'est assez intéressant. Et je suis curieuse de voir ce que ça va donner, parce que là, donc c'est le tome 2. Et j'avoue que l'histoire commence, on va dire, réellement à partir du second tome, parce que le premier est assez lent à se mettre en place pour poser les bases, présenter qui est Angelo, qui est Cesare, quels sont les clans de cette école, parce qu'il y a un clan par caste, on va dire. Il y a le clan des Florentins, dont Angelo fait partie, et les Médicis font partie. Il y a le clan de Cesare Borgia, qui est le clan des Espagnols. Il y a plusieurs clans comme ça, donc on nous explique pourquoi il y a ces clans, à quoi ils servent, quelle va être leur éducation religieuse pour pouvoir accéder au clergé, comment aimer les arts, comment avoir une vision de l'Italie de l'Italie pendant la Renaissance, bref. Il y a beaucoup de choses à mettre en place, ce qui fait qu'on a un tome 1 un petit peu bancal côté action en fait, c'est assez plat. Et on commence réellement à avoir quelque chose d'intéressant et d'intriguant au niveau du second tome, parce qu'il y a tout l'enjeu politico-religieux qui va se mettre en place en fait. Et c'est ce qui est super intéressant. Côté graphique, on peut dire que ça en impose. Je vais vous faire un rapide close-up pour pas trop vous spoiler non plus. Mais vous voyez, c'est un design très joli. J'ai d'ailleurs oublié de vous préciser, mais c'est de Fuyumi Soryo et c'est aux éditions Kiyun. Et en parlant des éditions Kiyun, j'aime beaucoup ce qu'ils font, tout leur travail autour de ces personnes célèbres qui vont mettre en avant par le biais d'une histoire en fait. Je trouve ça très intéressant de permettre aux plus jeunes comme aux plus vieux de pouvoir accéder à un pan de l'histoire, mais via un autre biais qu'un livre d'histoire classique qui pourrait peut-être être barbant. Là, on va s'intéresser à de l'histoire pure, à de la religion, on va s'intéresser à de l'architecture, on va s'intéresser à énormément de choses au travers d'un manga, qui est quand même un support beaucoup plus digeste qu'un livre d'histoire classique en fait. Donc c'est plutôt bien. Je suis très intriguée de pouvoir lire la suite et de pouvoir après comparer entre le Cesare Borgia, donc que je connais via Assassin's Creed comme je vous disais, mais également que j'ai lu moi dans mes livres d'histoire et dans diverses séries qu'on a pu voir également à la télévision. Plus ou moins bien réussi, mais c'est un autre sujet. Donc très sympa, je vous le recommande, c'est une très belle découverte, tout du moins pour les 2 premiers tomes que j'ai lus. Pour les suivants, je vais vous faire tout ce qui est insert de couverture sur le côté, car ce sont pareil tous des livres que j'ai redonnés à ma médiathèque. Il y a le second tome du manga Supinu, qui est vraiment toujours aussi adorable. C'est vraiment toujours un manga tranche de vie où il se passe pas grand chose en soi, que des petites aventures, d'aller chercher des champignons dans les bois, de trouver une nouvelle idée de soupe, d'aider le frère à ranger la bibliothèque, bref. Pas quelque chose de très virulent en soi, mais vraiment ce côté paisible, tranche de vie et adorable des aventures de Supinu avec ce frère et cette sœur au fin fond de la Finlande. C'est toujours aussi adorable, ça donne toujours autant envie de manger de la soupe. Et ça m'a donné également envie de tester les soupes finlandaises, voire même d'aller en Finlande, carrément, si un jour le Covid nous le permet. Ça a l'air très sympa et c'est vraiment toujours aussi adorable. Il me reste plus que le dernier et donc 3e tome à lire et j'aurai terminé cette série que j'ai trouvée vraiment trop chou. Il n'y a pas grand chose à dire en soi dessus parce que c'est vraiment donc pas vraiment une histoire, plus des petites tranches de vie par-ci par-là, mais c'est toujours aussi agréable à lire pour un bon moment de détente. On en a fini avec les mangas, on va passer maintenant à la BD que j'ai lue qui s'appelle Le Roi de Paille, que je ne connaissais absolument pas avant de rentrer dans ma médiathèque. Et la couverture et le design quand je l'ai feuilleté m'ont vraiment charmé. Et pouf, il est arrivé à la maison, je l'ai lu et je l'ai trouvé super chouette. C'est une duologie, je ne l'ai pas encore lu, je n'ai pas encore pu lire le second tome, j'espère le trouver incessamment sous peu à ma médiathèque une fois de plus. Et c'est super chouette. J'ai beaucoup aimé tout le côté coloris, le côté design qui est très joli, mais surtout vraiment la colorimétrie qui est emplie de tons chauds, de couleurs vives, d'une ambiance festive, d'une ambiance très égyptienne vu que ça se passe en Égypte.
C'est très beau, visuellement parlant. L'histoire est très intéressante aussi. On va suivre une jeune fille qui est fille de pharaon et qui est également danseuse. Lors d'une danse devant son père, le pharaon et la cour égyptienne, le pharaon va décider de prendre sa propre fille en épouse et elle est totalement contre. Elle ne voit ce pharaon que en tant que pharaon et en tant que père et absolument pas en tant que mari. Pour échapper à ça, elle va s'enfuir avec son frère et ils vont malheureusement se faire rattraper par des marchands d'esclaves qui vont les vendre au royaume de Babylone, qui est l'ennemi de l'Égypte. J'avoue m'intéresser beaucoup plus au côté égyptien que babylonien, donc là, c'était vraiment une grande découverte pour moi. L'histoire est intéressante, mais ça coupe en plein milieu quand on n'a pas le second tome entre les mains, c'est assez frustrant, donc j'ai vraiment hâte de pouvoir lire le deuxième tome et me faire un vrai avis sur cette duologie. Et enfin, on termine cette vidéo avec le dernier livre que j'ai lu, qui est un comics qui s'appelle Revival, et c'était glauque à souhait et super chouette, donc à ne pas mettre entre toutes les mains parce que c'est assez sanglant. C'est un comics, donc c'est très visuel, et ça peut ne pas plaire à tout le monde, voire en choquer certains. Dans Revival, on va suivre une policière qui va se retrouver confrontée à une situation un petit peu particulière, parce que les morts ne restent pas morts. Ils reviennent à la vie, mais pas sous la forme de zombies qu'on connaît qui veut essayer de bouffer les gens, non. Là, ils vont se réveiller, et ne pas se rendre compte qu'ils ont été morts en fait. Ça peut être, je ne sais pas, une personne qui s'est pris une balle dans le cœur, mais elle va se réveiller et ne pas se rendre compte qu'elle est morte, à part en regardant au niveau de sa poitrine et voir qu'elle avait un trou béant qui a cicatrisé en fait. Donc ces gens vont reprendre leur vie normalement, mais le fait qu'ils soient morts et revenus à la vie, ils vont quand même avoir un comportement assez particulier, assez bizarre, avec une tendance à être assez violent et sanglant en fait. Et par ce phénomène en fait de morts qui reviennent à la vie, les gens normaux sont paniqués, ne savent plus quoi faire. Ils ne savent pas s'ils doivent être heureux de voir un membre de leur famille finalement ne pas être mort, continuer à vivre avec eux, ou s'ils doivent s'en inquiéter parce que le membre de cette famille n'est pas tout à fait comme celui qu'ils avaient connu auparavant. Donc c'est assez particulier parce que je n'ai lu que le premier tome, c'est une longue saga qui apparemment a été également aussi mise en série télé, sur Sci-Fi je crois, si je ne me trompe pas. Je ne l'ai pas vue, donc je ne sais pas ce que ça donne, mais en tout cas le premier tome est vraiment chouette. La couleur et le design me conviennent, c'est très sombre, c'est très sanglant comme je vous disais avant. Donc si on n'aime pas les choses assez graphiques, ça va être compliqué, il va falloir passer sur un autre registre. Moi en tout cas j'ai beaucoup apprécié, j'ai très hâte de trouver le second tome une fois de plus à ma médiathèque, voire même carrément le reste de la série pour pouvoir le déguster et peut-être après tester également la version à la télé. J'allais dire je vais conclure cette vidéo ici, mais en fait non, je suis en train de regarder sur ma petite liste à côté et je me rends compte que j'ai oublié de vous parler d'un roman que j'ai lu. C'est 1984 de George Orwell, un classique de la littérature anglo-saxonne que j'avoue je ne me rappelais absolument pas. Je vous fais un insert juste ici de la couverture, moi c'est la version anglaise que j'ai. C'est publié aux éditions Penguin et c'est costaud. C'est costaud point de vue mise en page. Les éditions Penguin sont assez particulières pour ça. Ils publient un livre. Basta. Ils vous proposent du texte brut avec assez peu de mise en page. Il n'y a pas par exemple de page sautée entre la fin et le début d'un autre chapitre. Ça s'enchaîne blam à la ligne en gros pavasse. C'est sur du papier presque recyclé, un petit peu jauni, très très fin, style papier à cigarette. Donc avec une fluidité de lecture assez particulière également. C'est condensé, c'est costaud avec le fait que ce papier soit un peu jauni, une aisance de lecture un petit peu revue à la baisse, je dirais, parce que le fait que le papier ne soit pas blanc, en tout cas pour mon cas, j'ai l'impression que je lis avec les yeux un peu plus plissés comme ça. C'est assez particulier, mais j'ai beaucoup aimé. Et c'est très flippant de voir que ce texte peut inspirer certains esprits un petit peu malades. C'est bien joué, et en même temps c'est très très machiavélique de voir que cette société totalitaire en proie à une dictature de Big Brother qui
va surveiller le moindre des faits et gestes, va contrôler la pensée des gens, va contrôler leur mode de vie, d'alimentation, de loisirs, si tant est soit-il qu'il y ait vraiment des loisirs dans une société pareille. C'est particulier de voir tout cet endoctrinement en fait, et les gens qui suivent, en mode c'est normal, il faut faire ça parce que de toute façon si je pars un tout petit peu à l'écart de cette société, eh bien, je vais me retrouver dans les geôles de la police, et les geôles de la police, personne n'a envie d'y aller parce qu'on ne ressort pas vivant ou complètement changé. Et j'avoue que c'est très bien écrit, c'est une manière de penser vraiment particulière qui a inspiré bon nombre d'œuvres derrière. Notamment, je ne l'ai su qu'après avoir lu le livre V for Vendetta, qui est un comics que j'adore. J'ai beaucoup apprécié la version cinématographique, mais j'avoue qu'une fois avoir lu le livre, on peut se dire que V for Vendetta a été complètement loupé. Ça m'embête un peu parce que j'aimais beaucoup le film, mais il survole le problème en fait par rapport au livre qui lui est vraiment brut. Il survole vraiment le problème, il survole beaucoup de choses qu'il y a de beaucoup plus détaillées dans le livre, et c'est vraiment dommage parce que le livre est très riche, il peut être source d'énormément d'adaptations, et franchement je suis très curieuse maintenant de lire la version adaptée en roman graphique, de voir vraiment les traits de Big Brother. Je le vois sur la couverture, on dirait Staline avec sa grosse moustache comme ça, son regard fixe, la gomina sur les cheveux là, avec cette phrase que tout le monde connaît de Big Brother is watching you. Tout le monde la connaît cette phrase, et ça sort donc de George Orwell de 1984, et c'était un classique que j'ai beaucoup aimé relire et redécouvrir vu que donc je l'avais complètement oublié. Maintenant, j'ai bien envie de relire La Ferme des Animaux, pareil en version originale parce que, comme d'habitude, j'aime beaucoup lire des livres en VO. C'est très intéressant, j'ai beaucoup aimé, et j'ai envie d'en lire d'autres. Voilà. En plus, ça va très bien avec l'une de mes résolutions qui est de lire plus de classiques pour cette année 2022. La Ferme des Animaux sera certainement un de ces classiques. Je pense que cette fois-ci, j'en ai terminé avec ces vidéos. Je ne pense pas avoir oublié de livre. Si c'est le cas, eh bien tant pis. Ce sera l'objet d'une prochaine peut-être vidéo ou d'un article sur Instagram. En attendant, j'espère que ce bilan lecture vous aura plu, que vous avez peut-être découvert de nouveaux livres. N'hésitez pas à utiliser comme d'habitude la section des commentaires si vous voulez qu'on en discute. Et puis sur ce, je vais vous souhaiter une excellente journée, d'excellentes prochaines nouvelles lectures, et je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!